à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va faire une courte vidéo aujourd'hui, c'est une journée particulière, clôture de la mensuelle aujourd'hui, le 28 février. Donc ce sera à 1 h du matin, on va regarder si oui ou non on peut poursuivre ce petit rallye haussier. Beaucoup de membres du Discord plutôt baissiers, puisque quand ça commence à consolider un petit peu, on s'attend finalement à des retournements ou à des retracements ou des corrections plus ou moins profondes. Zone de rechargement d'achat court terme, zone de rechargement d'achat long terme ou moyen terme, voire de nouveau plus bas. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. On parlera bien évidemment du FMI, du Fonds monétaire international, Coinbase également, qui nous propose des petits sondages qui sont très pertinents. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Côté Bitcoin, vous aviez en fait une magnifique moyenne mobile en 200 périodes qui proposait en fait office de support, jusqu'à preuve du contraire, qui fait maintenant office de résistance, et pas n'importe laquelle. C'est une résistance qui est relativement forte en réalité, une résistance dynamique, et on ne vient pas clôturer 1 mois et 2 mois malgré cet arrachement haussier sans précédent qu'on attendait depuis extrêmement longtemps pour beaucoup d'entre nous. Et ben ça vient bloquer juste ici sur notre moyenne mobile en 200 périodes. Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce qu'au niveau de Ethereum, c'est exactement la même chose? Non, c'est pas la même chose au niveau d'Ethereum, puisqu'on est bien sur ce support en réalité dynamique sur Ethereum. On avait clôturé en dessous, on avait réintégré, on avait reclôturé en dessous, on avait réintégré, donc beaucoup plus résilient côté Ethereum. Et il y a d'autres choses qui sont très pertinentes vis-à-vis de Ethereum, mais on verra juste après sur Ishimoku Kinkoyo. On continue très rapidement sur des plus petits time frames au niveau de Bitcoin. On peut aller faire un tour. Personnellement, je ne vois strictement rien. Pour moi, ça reste haussier. On fait juste un petit triangle de contraction ici. On a vu une Golden Cross. On en avait parlé il y a quelques temps quand il y avait les Golden Cross qui se mettaient en place. Bah, généralement, ça dump. Et puis derrière, on fait un nouveau plus haut. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on suit tout simplement la tendance. On a un espèce de biseau d'élargissement. Ici, on aurait potentiellement un biseau d'élargissement descendant au niveau de Ethereum. À part faire jouer les émotions et travailler sur la volatilité pour aller chercher les poches de liquidité, il n'y a pas grand-chose en réalité qui pourrait faire changer la direction de ce prix, hormis un catalyseur, mais encore une fois, je ne le vois strictement pas. On va repartir sur des timeframes plus importantes au niveau de Ishimoku Kinkoyo, cette fois-ci en mensuel, et on fera un tout petit tour après sur le petit graphique de Stochastic qui est plutôt intéressant. Ici, on l'avait vu ensemble, vous êtes en mensuel, vous avez la Shigun Span qui potentiellement donne de la direction, j'aimerais qu'il swing en réalité cette prix, pour moi c'est relativement haussier, vous avez ici la Tenkan qui bloque au niveau du mensuel, et si on venait à s'affranchir de la Tenkan, beaucoup d'entre nous, avec un M majuscule, verraient en réalité au moins la EMA 20 en mensuel, voire la King June, qui se trouve actuellement à 42 000 $. Ok, mais si on regarde au niveau d'Ethereum, eh ben on l'a déjà clôturé. On a clôturé au-dessus, on est en train de clôturer au-dessus avec une acceptation au-dessus de notre Tenkan. Dès lors, est-ce qu'on peut espérer ou pas, grand point d'interrogation, d'aller chercher potentiellement les 2800 $ pour aller chercher une Kijun, sachant que les options, on est actuellement sur des strike price aux alentours des 4000 $ sur Ethereum et 30 000 $ sur notre ami Bitcoin. Est-ce que ça peut être éventuellement un catalyseur? Mais jusqu'à preuve du contraire, quand vous mettez en mensuel, sur des timeframes mensuels, voire en trimestriel sur Ethereum, ceci n'est pas baissier. Ceci n'est pas baissier, ce sont des retracements qui sont extrêmement profonds, mais ce n'est pas baissier. Toutes les courbes sont haussières, absolument tout est haussier. La trimestrielle ici, moyenne mobile 20 en trimestriel, ça reste haussier. Il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, on réintègre, on a des vraies structures, des ravalements haussiers, et on réintègre notre Tenkan ici, potentiellement pour aller chercher notre Kinjun, et advienne que pourra. Mais il ne faut pas être baissier actuellement sur Ethereum. Si vous êtes baissier sur Ethereum, c'est que vous êtes plutôt range trader à ce moment-là. Et vous pourrez potentiellement vendre les hauts de range, et on a en fait ces hauts de range qui sont parfaitement délimités, et acheter les bas de range, on les voit beaucoup mieux sur des grandes time frames. Est-ce que ça veut dire qu'on peut retrouver un Ethereum à 1000 $? Oui, ça peut éventuellement dire qu'on peut revenir chercher ce bas de canal ou ce bas de range pour potentiellement revenir tester notre moyenne mobile 20 périodes d'un trimestriel ici qui est représenté en rouge, et ça peut être potentiellement des très bonnes zones d'achat. Ma zone d'achat personnelle est actuellement à 1280 $. Quand on le dit comme ça, on dit mais on aimerait traitement acheter les 1280 $. Ouais, mais si on revient en bas, ça veut peut-être pas dire qu'on repart en haut. Ça veut peut-être dire qu'on peut aussi faire de nouveaux plus bas et casser ce nuage ici en mensuel pour après rentrer dans un bear market peut-être un petit peu plus profond. Dès lors, gardez du cash, c'est toujours la même chose. Suivez coûte que coûte de votre stratégie, mais jusqu'à preuve du contraire, quand on prend du recul en mensuel, et parce qu'on va avoir une clôture en mensuel aujourd'hui, bah c'est plutôt haussier en réalité. En tout cas, ce n'est pas baissier et on n'est pas en train de mourir en réalité dans les catacombes, bien que beaucoup de personnes et d'institutions souhaitent potentiellement nous le faire croire. Côté order flow, il n'y a absolument rien qui s'y passe. Tout est...
il n'y a rien en réalité. Nos open interest sont relativement à plat. Dès que ça baisse un petit peu, bah, ça clôture beaucoup. Vous revenez en fait doucement d'ailleurs dans du funding négatif à chaque fois qu'il y a un tout petit break. Enfin, un tout petit retracement, on passe dans un funding négatif. Les gens shortent toutes les baisses et les gens long toutes les hausses. Donc il n'y a rien de mieux pour cramer le capital d'investissement. C'est l'objectif, on va chercher des points clés, potentiellement des zones et des poches de liquidité. Vous en aviez une ici, c'est en train d'être racheté. Vous en avez une deuxième juste ici à 21 500 $, qui remettrait potentiellement en cause mes convictions personnelles par rapport à cette dynamique tendancielle haussière. Et vous avez également les 20 000 $. Donc si vous voulez jouer en réalité le move, la tendance, et ben vous aviez ici investissement 1, potentiellement investissement 2, potentiellement investissement 3 dans un long que vous pouvez construire. Les whales font comme ça, on construit des longues dans la baisse et on achète quand ça baisse, on n'achète pas quand ça monte, on n'achète pas les breakouts. Acheter des breakouts, c'est pas évident et généralement quand on achète les breakouts, on part du bas. Dès lors, on peut partir du principe que ici on est en train de faire un espèce de breakout et si on vient à s'affranchir ou clôturer en horaire ou en 4 heures ou en daily au-dessus des 24 000 $, bah c'est peut-être un breakout pour aller faire un nouveau plus haut. Mais la tendance est haussière, donc dès lors on fait des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents. Bah, c'est haussier, ni plus ni moins. En tout cas, sur quelle que soit la time frame qu'on regarde jusque 4 heures à peu près, tout ceci reste haussier, bien évidemment. Mais j'ai pas plus de choses à dire. Je voulais vraiment vous replonger par rapport à cette clôture en mensuel, puisqu'il y a des choses qui sont plutôt pertinentes à observer actuellement en mensuel, et on attendra bien évidemment les résolutions et potentiellement des accélérations, hein, s'il faut attendre début mars. Mais attention, qu'est-ce qui se passe début mars? Début mars, c'est quelque chose de très important. Ethereum, hausse ou baisse de l'Ethereum face à la mise à jour de Shanghai qui est imminente. Est-ce que c'est plutôt haussier, est-ce que c'est plutôt baissier? 1 million d'Ethereum qui vont être potentiellement libérés par rapport au staking de l'Ethereum 2.0. Est-ce que oui ou non le marché serait capable d'absorber, si tout le monde décidait du jour au lendemain, enfin d'un commun accord absolu de sell 1 million d'Ethereum? Oui, je pense que ça fera un tout petit peu de bruit pour le coup, mais on ne sait pas. Généralement, le marché ira se nourrir des poches de liquidité là où ça lui semble le plus probable et le plus rentable pour lui. Malheureusement, c'est clairement quasiment du pile ou face. Est-ce que ça peut être considéré comme une mauvaise nouvelle? Non, c'est pas forcément considéré comme une mauvaise nouvelle. C'était d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'investisseurs qui avaient loqué de l'Ethereum à ce moment-là, en attendant patiemment d'avoir leur reward. On connaissait les rewards au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, ça veut dire qu'on peut, avec la mise à jour Shanghai, en retirer toute une partie, mais il n'y a aucune obligation, bien évidemment, par rapport à ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va les retirer. Mais c'est possible de retirer les rewards, en sachant qu'à l'époque, on ne savait pas quand est-ce qu'on pouvait les retirer. Et là, on sait quand on sait est-ce qu'on peut les retirer. Bien sûr, tous les Ethereum loqués actuellement sur Ethereum 2.0, au niveau des comment ça s'appelle ça, du proof of stake, mais c'est au niveau des nœuds, pardon, ne peuvent pas être retirés en intégralité. Je crois que c'est limité à 60 000 par jour, me semble-t-il. Donc il faudrait, il y a 16 millions d'Ethereum aujourd'hui qui sont loqués, donc ça fera un peu plus d'un an, si vous voulez, pour pouvoir déloquer l'intégralité des Ethereum qui sont actuellement stakés, bloqués pour les nœuds au niveau d'Ethereum pour faire fonctionner cette blockchain qui est passée du proof of work au proof of stake, donc à la preuve d'enjeu tout simplement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la réalité de la chose et la mise à jour Shanghai est faite pour ça, mais vous pourrez éventuellement récupérer vos rewards à partir du principe que c'est plutôt des très gros qui ont loqué et qui ont des nœuds aujourd'hui que des plus petits. Et actuellement, les plus petits font quoi? Les plus petits accumulent. Néanmoins, on a des choses qui sont plutôt pertinentes par rapport à des poches de liquidité. On est en train de sell un tout petit peu là, mais on reste dans un trend aussi au niveau des baleines. Les 1000, 10 000 $ continuent à long complètement et à acheter ce marché. On a des énormes poches de liquidité qui se trouvent actuellement un tout petit peu plus haut. Et on va faire un tout petit tour de Stokiki qui nous avait proposé ça au niveau de la charte. Grosso modo, lui, il voit un ravalement baissier assez puissant pour aller chercher les 10 000 $, puis après reconstruire, qui sortirait éventuellement tout le monde. En somme, on descend dans le gouffre du grand lapin blanc, et il a potentiellement raison. Hein, l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, mais il faut pas exclure ce type d'événement. Hein, on peut très bien se faire ravaler en 3 bougies et retourner sur les 10 000 $, puisqu'il y a encore quelques semaines en arrière, c'était des objectifs très, très défendus par une grande partie de la communauté d'investisseurs qui, comme moi, gardent du cash, bien évidemment, pour acheter sur ces niveaux de prix, bien que ça s'éloigne. Évidemment, plus on voit des bougies vertes, plus en fait ces objectifs de prix s'éloignent, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible d'y retourner. Dès lors, ce que je peux préconiser, et ce que je fais personnellement, c'est je suis exposé, oh oui, mais je garde du cash, parce que ceci, pour moi, sera une opportunité, mais c'est clairement pas des chartes en fait à exclure ou des scénarios à exclure. Maintenant, à quel moment ça devient une invalidation? C'est ça la question. À quel moment ceci est invalidé? Est-ce qu'on est invalidé à 40 000 $? Est-ce qu'on est invalidé à 60 000 $? Est-ce qu'on est invalidé à 70 000 $? Et c'est à ce moment-là que vous avez un scénario qui est
rationnel, qui est optimisé, pas optimiste ou négatif ou pessimiste, mais optimisé. Pourquoi? Parce que à quel moment vous les invalidez, ces scénarios? À quel moment moi j'invalide mon scénario de ça part entre guillemets sur les 40 000 $ ou les targets d'Hermès 33 000 $ et puis ça repart potentiellement, est-ce que les bottoms tiennent, etc. À quel moment ça s'invalide? Ben moi, mon invalidation, c'est nouvelle ATH, tout simplement. Donc j'ai une invalidation nouvelle ATH. Alors imaginez que si j'avais mis all-in sur des bottoms à 16 000 ou 17 000 $, est-ce que ça peut être intéressant? Non, on suit la stratégie, etc. Tous les scénarios, bien évidemment, ne sont pas bons à prendre, mais je pense qu'ils sont tous bons à jouer jusqu'à leur invalidation. Encore faut-il comprendre et savoir à quel moment cette invalidation intervient. On finit sur quelque chose de très très important au niveau du FMI, met en garde sa valeur contre les risques liés au Bitcoin. C'était il y a quelques semaines de là. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant de le prendre en compte? En fait, c'est une accumulation de mauvaises nouvelles qui continue à s'empiler doucement mais sûrement et qui fait jouer bien évidemment nos émotions. Je rappelle ce que c'est le FMI, hein. Le FMI, c'est gouverné aujourd'hui ou administré par 188 pays dans le monde, chacun ayant en fait une toute petite quote-part de vote par rapport aux investissements ou par rapport à l'argent qu'ils y mettent, qu'ils allouent au niveau du Fonds monétaire international. On va pas se le cacher aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont le number one au niveau des droits de vote. Si vous voulez, c'est un petit peu une forme de gouvernance à la crypto-monnaie. Plus vous avez de tokens, donc plus vous avez plus vous allouez d'argent, plus vous avez un stake qui est important, et ben plus vous avez des droits de vote. Aujourd'hui, les Américains, c'est quasiment 20% du droit de vote au niveau du FMI, du Fonds monétaire international. Trois fonctions majeures, trois missions majeures par rapport au FMI. La première, c'est la coopération monétaire, les échanges internationaux, mais toujours d'un point de vue monétaire par rapport aux différentes devises. La croissance économique, donc c'est full croissance sur un buffet à volonté sans prendre en compte potentiellement l'écologie et nos ressources qui sont bien évidemment limitées, en tout cas jusqu'à très tôt, enfin jusqu'à très peu lointain si vous voulez, ben, on était full croissance et puis l'écologie c'était potentiellement à l'heure, il n'y a pas encore si longtemps que ça, et c'est potentiellement plus de systèmes dans le système actuel monétaire afin de tout simplement décourager les politiques économiques susceptibles de mettre en défaillance potentielle ou de nuire à la croissance et à la prospérité de ces pays membres aujourd'hui qui sont, enfin c'est 80-85% des pays aujourd'hui qui sont membres du Fonds monétaire international. Deux principales choses qu'ils font au quotidien, c'est ils soutiennent les pays pauvres, très clairement. Donc ils vont donner de l'argent sous forme de dette, et il y a du collatéral, soit de l'or, soit des ressources naturelles, soit des minerais, soit du blé, soit tout ce que vous voulez. Et c'est clairement en fait une forme de pression sur de l'ingérence déguisée à la souveraineté. Pourquoi? Parce que quand vous avez en fait la réforme des retraites, par exemple en France, et ben vous avez le FMI qui sort la tête pour dire bah, nous on est pour la réforme des retraites. Bah oui, évidemment, hein, plus vous avez des pauvres et plus vous avez en fait une forme de, comment on dit ça, une forme c'est presque un assouvissement, si vous voulez, capitaliste par rapport à un système donné. Donc c'est plus de système dans le système qui permet, entre guillemets, de niveler, qui permet c'est même pas collatéraliser, c'est plus enlever le risque par rapport à des politiques souveraine qui pourrait potentiellement nuire à la croissance ou à la stabilité des monnaies, stabilité d'une zone euro par exemple. On peut prendre l'exemple par exemple de la Grèce. Lorsque le FMI aide la Grèce, eh ben, ils sont rentrés dans une forme de politique d'austérité sans précédent. Bah, c'est clairement, entre guillemets, oui, on est d'accord pour vous aider, mais par contre, vous faites ce qu'il faut faire. Et au détriment, bien évidemment, de la souveraineté de chaque peuple. Donc c'est le système dans le système, plus de système dans le système. Mais si vous voulez, au niveau de la gouvernance, bah, c'est plutôt un petit peu des projets crypto. C'est pas forcément, il n'y a pas de tout à jeter, bien évidemment. Dès lors, le FMI n'excuse pas une interdiction des crypto-monnaies sur la réglementation échoue. En fait, la première question à se poser, c'est mais en quoi le FMI peut interdire les crypto-monnaies? En quoi ils ont leur mot à dire, en fait, si vous voulez? Ou encore, d'autres actus qui tombent ici, comme interdiction du Bitcoin, le FMI change de ton. Ok, pas de problème, mais à votre avis, est-ce qu'ils ont réellement le pouvoir ou pas d'interdire les crypto-monnaies? En réalité, dans une forme de consensus, généralement, c'est les Américains qui décident, soyez complètement convaincus par rapport à ça. On pense aussi à la Chine, mais en fait, la Chine n'a que 6% des droits de vote, un tout petit peu moins de 7, je crois que c'est entre 6 et 7% des droits de vote, alors que les États-Unis, c'est entre 17 et 20, me semble-t-il, les droits de vote. Donc vous voyez que la Chine n'est pas très prépondérante dans le Fonds monétaire international. D'ailleurs, je crois que l'Angleterre est devant la Chine, me semble-t-il, enfin je ne sais plus, il faudrait regarder un petit peu les détails, mais la Chine, c'est pas la superpuissance, entre guillemets, face au Fonds monétaire international. Mais techniquement, il pourrait éventuellement
dire à des pays en développement comme Centrafrique, comme Salvador par exemple, comme d'autres pays émergents ou en voie de développement ou pauvres à émergents, on peut dire ouais, en développement, bah de dire ouais mais vous avez des crypto-monnaies à cours légal et bah à ce moment-là nous on vous prête pas d'argent. Nous on vous soutient pas votre économie. Nous on vous aide pas pour vous développer. Nous on vous aide pas à prospérer. Nous on vous ouvre pas les devises. Nous on vous ouvre pas et on n'est pas garant de vous vis-à-vis des échanges internationaux que vous pourrez faire avec l'Europe, que vous pouvez faire avec la Chine, que vous pouvez faire avec les États-Unis. Nous on vous aide pas. Le Fonds monétaire international a techniquement ce pouvoir-là, sauf si les États-Unis disent bah, Bitcoin est légal. Et à ce moment-là, le FMI dira mais le Bitcoin c'est génial. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous voyez toutes ces news-là comme un système, dans ce système qui s'auto-alimente, tout simplement. Et toutes les news passent par là. Parce que c'est le garant de la souveraineté monétaire, c'est le garant de ce contrôle total sur les devises, sur les monnaies, sur tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, et j'ai presque envie de dire, pour une fois, je pense que tous les pays peuvent se mettre aujourd'hui contre Bitcoin. C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Mais sachez encore une chose qui est, je pense, capitale et déterminante dans toute notre prospérité en tant que genre humain et en tant qu'homme, c'est que les monnaies naissent des peuples. Les monnaies naissent des peuples. Les décisions naissent des peuples et les révolutions naissent des peuples. Et c'est ça aujourd'hui, c'est pas forcément une confrontation violente, c'est pas forcément une confrontation de guerre contre un système vis-à-vis d'une croyance ou d'un espoir, si vous voulez. Bah, c'est plus ce qui se fera, devra se faire, plus ou moins avec du temps. Et puis aujourd'hui, on voit bien que plusieurs institutions financières et institutionnelles continuent et commencent à s'exposer au Bitcoin, sans pour autant en fait se surexposer, mais au moins gère les risques de peut-être que ça pourrait devenir quelque chose dans un plus ou moins lointain futur. Et quand ce sera le cas, parce que finalement c'est ça qu'on joue si vous voulez aujourd'hui, on joue le jour où ceci sera une évidence. Où ce qu'on voit là, ce petit B avec deux petits traits en forme de dollar, eh ben, sera en fait et deviendra une évidence. Mais plus personne ne se souviendra de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Plus personne ne se souviendra de ces news-là. Plus personne se souvient d'Internet d'un repère de pédophiles. Plus personne se souvient d'Internet d'un repère de terroristes. Plus personne se souvient etc., etc., etc. C'est pas pour ça qu'il y a moins de scams ou moins d'arnaques aujourd'hui, ou moins de dérives sur ces nouvelles technologies et ces ruptures technologiques. Mais si vous voulez, le grand bénéfice de tout ça, on ne le voit pas aujourd'hui, on le verra bien évidemment que demain. Et les structures peuvent potentiellement essayer de nous donner une forme de direction. Et honnêtement, cette clôture mensuelle est très belle. Hein. Si on clôture au-dessus des 23 000 $, c'est très beau. Et puis on attendra peut-être éventuellement une acceptation au-dessus potentiellement de la MA200. Ce serait vraiment le top, c'est d'aller chercher les 24 000 $ pour essayer au moins de clôturer dans la moyenne mobile de 100. Ce serait vraiment propre. Sait-on jamais. Soyons patients, bien évidemment. On a d'ailleurs le S&P 500 qui a essayé de remonter un petit peu au niveau de... On en avait parlé de la bougie qui pouvait éventuellement nous aider hier. On n'était pas loin, ça a bien pumpé. On a eu une magnifique bougie qui commence à partir juste ici. Et malheureusement, non, ça a été rejeté. Mais allez, attendre une deuxième bougie, peut-être que ce sera la bonne et potentiellement un démarrage du mois de mars sur les chapeaux de roue. Généralement, mars, avril, mai, ça peut être éventuellement propice à de jolis rallyes printaniers, sauf si la planète est boule, et à ce moment-là, malheureusement, on ira éventuellement chercher les certitudes et les convictions de beaucoup de personnes et beaucoup de traders dans la tendance, et vous avez potentiellement raison, mais vous avez une petite zone de rechargement d'achat et des obliques qui pourraient être éventuellement considérés comme des prises de profit de vendeurs à découvert qui ont potentiellement essayé de vendre les tops, qui sont jusqu'à preuve du contraire provisoires, puisqu'ils ne seront définitifs que lorsqu'on viendra écraser les précédents lots, tout simplement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve potentiellement demain, me semble-t-il, sinon on se retrouvera le jeudi pour une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. J'espère que je vous ai aidé. Ciao.